Bonjour Christelle, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Céline. Christelle, quelle est la suite du programme? Alors à suivre, l'émission D'une rive à l'autre, un numéro spécial présenté depuis l'Algérie où se trouve Émilie Lothar. Mais avant de rejoindre Émilie, faisons un point sur la météo. Oui, en regardant la carte, je m'aperçois que le soleil n'est pas au rendez-vous. Oui, effectivement, Céline, il pleut sur l'ensemble de l'Hexagone et dans les 2 jours à venir, ça ne promet pas de s'arranger. Mais la région méditerranéenne conserve encore quelques éclaircies. Mais en même temps, c'est l'hiver, donc on pouvait s'y attendre. Oui, tout à fait. Merci Christelle. Alors, nous avons entendu le retour des températures à Paris. C'est vraiment si mauvais que ça? Effectivement, Émilie, la pluie pour nous est au menu du jour. D'accord. Bon bah écoutez, comme vous ne pouvez plus le voir malheureusement ici, mais en tout cas, je peux vous assurer que les températures sont très douces. Il fait autour de presque une trentaine de degrés la journée. Bienvenue à ce nouveau numéro présenté en duplex pour une émission spéciale depuis Mascara, donc en Algérie. Et notre invité cette semaine, c'est quelqu'un que nos téléspectateurs connaissent déjà bien. Il s'agit de monsieur Mohamed Amin Hadj-Saïd. Monsieur Hadj-Saïd, bonjour. Bonjour. Alors, je me suis dit que pour ce numéro, j'allais commencer par retracer en quelques lignes votre parcours. Alors, vous n'hésitez pas à me corriger si jamais je fais une erreur, hein. Alors, vous étiez tout d'abord directeur du tourisme de la Ouiala, si je prononce bien. Donc, pour expliquer à nos téléspectateurs, ça correspond à la préfecture en France. Hein, absolument. C'est ça. Ouais. Donc, par la suite, directeur général de l'ONT. Ouais. Et maintenant, donc, secrétaire d'État au tourisme. Bien sûr. Donc, pour respecter le protocole, je vais maintenant dire Monsieur le ministre. Donc, Monsieur le ministre, ma première question, c'est justement quelle est la différence entre les différents postes que vous avez occupés jusqu'à présent, même malgré que ce soit toujours dans le tourisme. Quelle est, bon, c'est une graduation évidemment différente, mais quelle est la différence que vous percevez vraiment au niveau de ces postes? D'abord, permettez-moi de vous remercier encore une fois. Je remercie IMAD TV pour les efforts que vous n'avez jamais cessé de déployer en vue de promouvoir ou promotionner la destination Algérie, chose pour laquelle nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Pour revenir à ma carrière, effectivement, j'ai commencé par gérer un territoire. C'est la wilaya, la préfecture, comme vous avez dit, d'Annetemouchant. Donc, gérer un territoire. Une nuit, c'était une très belle wilaya avec beaucoup de potentialités balnéaires, culturelles, thermales aussi, historiques, climatiques. Une wilaya nantie par la nature d'atouts extrêmement. Par la suite, j'ai été promu à la tête de l'Office national du tourisme, un organe extrêmement honorifique et honorable, dans la mesure où ça m'a permis de faire la promotion de tous les territoires cette fois-ci. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on s'est rencontrés la Absolument. première fois. Hein. Absolument. Donc d'un territoire, j'ai fait la promotion de l'ensemble des territoires de l'Algérie touristique. Du territoire, en tant que secrétaire d'État chargé du tourisme, je me fixe le défi que j'ai à relever, à savoir transformer ces territoires en destination touristique. Ça tombe bien parce que ça va être justement le sujet de notre émission. Je disais donc lors du lancement que nous sommes à Mascara et plus précisément au lieu où l'émir Abdelkader a été élu pour fonder le premier État algérien moderne. Absolument. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour nos téléspectateurs qui ne le connaîtraient pas, enfin, nous présenter l'émir Abdelkader en quelques mots? Écoutez, en quelques mots, l'émir Abdelkader est une figure héroïque de la résistance algérienne. Effectivement, nous nous trouvons ici au niveau d'un endroit extrêmement, un fleuron du tourisme historique algérien. C'est l'endroit où, plus précisément, l'arbre qui abrita, où on fit allégeance donc, à l'émir Abdelkader. Et c'est la première allégeance, parce qu'il y en a une deuxième. Et cela va donner naissance au premier État algérien moderne. Je vais passer à un autre sujet, si vous le permettez, pour vous dire que notre présence au niveau de cette wilaya historique n'est pas fortuite, dans la mesure où nous avons voulu faire coïncider
cette visite avec la célébration de du 58e anniversaire de notre glorieuse révolution algérienne. Et nous avons tenu à donc partager cette célébration, cette fête avec les autorités locales de la wilaya. Je vous dirai aussi que nous sommes en train de fêter le cinquantenaire de l'indépendance de notre pays et que nous avons organisé en marge de cette visite un éductour, c'est-à-dire un voyage de presse, un énième éductour au profit de nos médias nationaux. Et cet éductour, on lui a donné comme thématique ou comme thème sur les traces de la résistance. Et justement, l'endroit où nous nous trouvons est une étape glorieuse de la résistance algérienne sous la houlette de l'émir Abdelkader. Et demain, nos invités des médias, nos partenaires, je préfère dire partenaires, des médias, vont poursuivre leur circuit à destination d'une autre région, à savoir la wilaya ou la préfecture, pour que vous me compreniez bien, de Nama, où il y a aussi une histoire d'un autre héros de la résistance algérienne, à savoir le Cheikh Bouamama. Donc c'est une wilaya pilote pour ce qui est de la promotion du tourisme historique, sachant que c'est une forme de tourisme extrêmement importante parce qu'elle représente l'identité nationale. Et nous comptons justement, nous sommes accompagnés par notre tour opérateur, l'ONAT, et nous comptons lancer très prochainement une série de circuits touristiques à destination de ces sites et adressés particulièrement aux jeunes Algériens, à la jeunesse algérienne, sachant que 67% des Algériens ont moins de 30 ans. D'accord. Alors, je reviens un petit peu sur l'émir Abdelkader. Quel est le lien entre donc, ce personnage historique et le secteur touristique dont vous avez la charge ? Écoutez, quand on parle de tourisme, c'est plusieurs mets. Permettez-moi la comparaison. METS, c'est plusieurs mets touristiques que nous nous proposons de proposer aux visiteurs. Il y a le tourisme balnéaire, il y a le tourisme thermal, il y a le tourisme cultuel, il y a le tourisme climatique, il y a le tourisme d'affaires. Il y a le tourisme, il y a le tourisme historique. Et nous sommes conscients en Algérie que la donne touristique a changé dans la mesure où le tourisme ou le touriste contemporain a des attentes qui sont très différentes des attentes du touriste, par exemple, des années 70 ou des années 80. Et le touriste contemporain affectionne beaucoup la culture, affectionne beaucoup l'histoire, affectionne beaucoup les us, les coutumes, les traditions. Donc c'est un touriste avide de découverte. C'est un touriste qui se déplace vers un site pour s'enrichir, non pas matériellement, mais s'enrichir culturellement. Et c'est pour cela que nous nous attelons à donner une importance toute particulière à ce type de tourisme, qui est le tourisme historique, qui, je le dis et le redis, nous le considérons comme peut-être la locomotive de la relance du tourisme algérien. D'accord. Donc là, justement, vous nous disiez qu'il y avait plusieurs formes de tourisme. Donc on a le tourisme révolutionnaire, par exemple. Et ne pensez-vous pas que le tourisme de mémoire, puisqu'on ne l'a pas évoqué celui-ci, peut constituer l'un des produits phares de la destination Algérie ? Bien sûr, le tourisme de mémoire est une forme touristique aussi que nous respectons beaucoup. Dans la mesure où elle s'adresse à des gens qui sont nés en Algérie, par exemple. Qui ne sont plus, voilà, qui vivent soit en France, soit ailleurs. Je dois vous dire que déjà le slogan de la destination Algérie, du moins celui qui est toujours en vigueur, s'appelle le voyage du cœur. Et ce n'est pas une appellation fortuite, dans la mesure où le voyage du cœur est un message qui est adressé à nos concitoyens, ou enfin à notre communauté qui réside à l'étranger, mais aussi à ces Algériens qui ont l'Algérie au cœur, je précise. Ces gens qui ont l'Algérie au cœur et que nous serons très fiers d'accueillir au cœur de l'Algérie. Donc en parlant de la destination Algérie, est-ce que certaines personnes ne vivraient pas dans la nostalgie des années 70 dont vous parliez justement tout à l'heure et du flux touristique qu'il y avait à ce moment-là, sachant que c'était les années où l'Algérie était une des premières destinations méditerranéennes? Effectivement. Permettez-moi de vous ajouter quelque chose par rapport au tourisme de mémoire. J'ai oublié de vous dire aussi que c'est un tourisme qui s'adresse à une population vieillissante. Donc c'est une population qui a plus de 60 ans, ça c'est le minimum. Et par conséquent, si vous voulez, nous utilisons cette forme touristique pour que ces touristes servent de relais. C'est-à-dire qu'à travers ces touristes
dits seniors, nous voulons attirer les juniors. Les générations Les suivantes générations de ces gens suivantes, qui absolument, peuvent être, c'est très d'accord. important. C'est pour nous un produit d'appel fort important. Pour revenir à votre question concernant, donc, si j'ai bien compris, certaines gens qui ont la nostalgie du... Là, vous me rappelez une tendance aussi en parlant de nostalgie, dans la mesure où le tourisme dont vous venez de me parler, à savoir le tourisme de mémoire, s'inscrit dans une tendance qui s'appelle nostalgérie. Nostalgérie. Nostalgie et Algérie, n'est-ce pas? Très bien, ouais. Donc, effectivement, nous appuyons sur cette tendance pour, effectivement, faire la promotion de l'Algérie, recevoir cette forme de touristes en vue de l'utiliser comme relais pour donc servir de tremplin aux juniors, comme j'ai dit, aux autres générations. Maintenant, les gens qui ont la nostalgie pour les années 70, effectivement, il y en a beaucoup, mais il faudra que vous sachiez aussi que l'Algérie, effectivement, a été une destination phare au niveau de la Méditerranée lors des années 70. Lors des années 70, on avait un parc hôtelier des meilleurs, œuvre d'un grand architecte qui s'appelle Pouillan, et qui a laissé donc, qui a fait des chefs-d'œuvre d'hôtels au niveau du Grand Sud, au niveau du Sud, même au niveau du littoral. Maintenant, il faut qu'on se rende compte aussi que la donne a changé. Il faudra que l'on se rende compte que le tourisme est une industrie. Et comme toutes les industries, le tourisme est une industrie qui est appelée à évoluer, à se développer, à se moderniser. La voiture des années 70 n'est pas la voiture de l'année 2012, n'est-ce pas? Donc, tout à fait, il est tout à fait normal que le tourisme des années 70 ne peut en aucune façon répondre aux attentes des touristes de 2000 ou de 2010 ou de 2012. Alors, ce que nous comptons faire par rapport à tout cela, moi j'ai dit ce matin à nos partenaires des médias, j'ai dit, nous n'avons pas besoin de mémoire du tourisme, nous avons besoin de cerveau du tourisme. Parce que finalement, la mémoire, on n'a pas besoin d'historiens. On a besoin de gens qui soient capables d'utiliser cette matière première extraordinaire en Algérie, d'une diversité éblouissante, d'une richesse extraordinaire, comme j'ai dit, savoir utiliser cette ressource, ce produit, cette matière première, en vue de la transformer en produit touristique susceptible d'être proposé à tous les types de touristes, aux juniors, Oui. aux seniors, et puis c'est très important, aux jeunes. Quand je dis junior, jeune, je fais une nuance. Vous savez, il y a une nuance entre junior et jeune. Et surtout aux jeunes. Pourquoi? Je vais vous répondre parce que je risque de l'oublier. Parce que, comme je l'ai dit, l'Algérie est un pays jeune. Et automatiquement, si nous adressons nos produits touristiques aux jeunes, nous allons leur permettre de s'exprimer à travers les réseaux sociaux qu'ils affectionnent beaucoup, à travers Facebook, à travers Twitter, à travers les YouTube. Et en les laissant s'exprimer, nous allons faire une promotion extraordinaire de l'Algérie touristique vue par les jeunes, et cela va bien entendu avoir un effet d'entraînement dans la mesure où ça va leur faire prendre conscience de l'attractivité de leur pays, et ça va les inciter donc à participer avec nous à l'effort national de redorer le blason de la destination Algérie, bien sûr en nous adaptant à la nouvelle donne du tourisme de 2012 qui fait que le consommateur simple, pour ne pas dire bête, des années 70 devient consommateur. Le consommateur des années 70 était quelqu'un qui consommait de façon passive. Il venait, on lui proposait un produit, il le consommait passivement. Le touriste de 2012 est un consommateur actif. Il faut faire très attention. C'est quelqu'un qui est exigeant, c'est quelqu'un qui sait comparer, pour la simple raison qu'il maîtrise très bien les technologies d'information et de communication et que par conséquent, à travers une connexion Internet, il peut très bien vous faire la différence de prix, la différence de prestation. Vous voyez, donc c'est un consommateur actif, c'est un consommateur qu'il faut respecter, il faut être à l'écoute de ses doléances, à l'écoute de ses attentes et fabriquer un produit qui réponde à ses aspirations. Donc pour résumer, en fait, pour les jeunes, bon, c'est une nouvelle... On en parlera d'ailleurs tout à l'heure un peu plus longuement. Et vous avez, si j'ai bien compris, envie de dire un peu aux gens qui seraient nostalgiques de ces années 70, leur dire oublions le passé et construisons peut-être un avenir pour revenir à... Oui. Moi, je dis qu'au lieu de faire une fixation sur le passé, il vaut mieux faire du benchmarking.
Je veux dire, c'est une donnée marketing. Le benchmarking, c'est quoi? Benchmarker, ça veut dire tout simplement copier ce qui se fait de bien chez les autres et éviter leurs erreurs. C'est du benchmarking. L'Algérie est appelée à faire du benchmarking. Donc nous allons copier ce que, à titre d'exemple, hein, les Tunisiens ont fait de bien, mais nous allons éviter ce qu'ils ont raté. Et à titre d'exemple, pour vous illustrer, nous allons faire de notre mieux pour que notre littoral reste vierge. Vous voyez, nous allons éviter le béton, mais au grand maximum. Nous allons faire de sorte que nos ressources touristiques ne soient pas abîmées parce que nous avons la chance de n'avoir pas encore commencé et par conséquent, nous avons la chance d'avoir toute la latitude par exemple, d'utiliser ce qu'on appelle une architecture réversible. C'est quoi une architecture réversible? C'est une architecture qui utilise des matériaux de construction qu'on peut donc supprimer, enlever et reprendre. Et ça rentre pleinement dans ce qu'on appelle le développement durable, le tourisme durable, parce que nous pensons aux générations futures et nous disons que nous n'avons pas le droit de condamner l'avenir de ces générations. Alors nous allons donc benchmarker et copier ce qui se fait de bien, éviter ce qui se fait moins bien, et puis faire de sorte que l'Algérie soit une destination touristique qui réponde à tous les goûts. Merci Monsieur le Ministre. Donc là, nous allons maintenant repasser par Paris pour une courte page de pub. Merci, à tout de suite. في أول 8 سنوات لها حول أكبر عدد من الناس سفرهم إلى الاتحاد للطيران مقارنة بأي شركة طيران عالمية أخرى. Ça y est, Alex est revenu. Oui, son raccordement s'est bien passé là-haut. Où que vous soyez, nous vous apportons l'électricité. ERDF. Ce soir-là, j'ai emmené ma poupée dans un grand train rouge. On s'est dit au revoir. Et là, il s'est passé quelque chose, mais de vraiment magique. Et ma poupée est arrivée dans les bras d'une petite fille. Tu sais quoi? Elle a adoré. Déposez vos jouets dans votre hypermarché Carrefour. Avec le Secours Populaire, nous les redistribuons aux enfants qui en ont le plus besoin. Mon chéri, j'ai vu ton message. Pourquoi ce magnifique restaurant? Écoute, j'ai bien réfléchi et j'ai pris une décision. Ben voilà, je
Je voudrais investir dans la pierre. Bah alors je te le dis tout de suite, hein, ma pierre préférée, moi, c'est le rubis. Ah non, je parlais d'acheter un appartement, pour le louer. Ah bon? Et pourquoi faire? Je me suis bien renseigné. Avec la loi Cellier, si on achète avant la fin de l'année, on bénéficie d'une réduction d'impôt pendant 15 ans. Et ça veut dire qu'on se crée un patrimoine. Non seulement un patrimoine, ça nous crée des revenus pour la retraite, et surtout, ça se transmet à des enfants, par exemple. Vinci Immobilier, investir maintenant pour longtemps. J'en veux 3. 3 appartements, c'est beaucoup, hein. Retour sur notre plateau avec notre invité, Monsieur Mohamed Amin Hadj Saïd. Nous étions en train de parler donc de la nostalgie des années 70. Alors justement, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour redonner à cette destination son lustre d'antan? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Pour donc redonner à la destination Algérie son lustre d'antan, c'est aussi simple que ça. Nous avons un schéma direct, nous avons une politique, une stratégie donc du secteur qui est là pour relancer le secteur touristique. C'est une stratégie qui s'attelle à exécuter le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est un programme qui a 2 axes. Le premier, c'est faire du tourisme une priorité économique nationale. Ça va être donc une des priorités économiques nationales. La deuxième donne, c'est diversifier les sources de revenus à travers la relance des activités touristiques. Et pour cela, il y a un schéma directeur d'aménagement touristique qui a été approuvé par le gouvernement algérien, c'est le fameux SDAT, et qui s'articule autour de 5 dynamiques. La relance du secteur touristique en Algérie passe tout simplement par l'exécution en bonne et due forme du schéma directeur de l'aménagement touristique à travers ces 5 axes, à savoir la valorisation de l'image de la destination Algérie, sachant que l'image de notre pays a été très souvent à tort altérée, ça et là, où on a voulu, si vous voulez, donner l'image d'un pays qui n'est pas serein, qui n'est pas stable, alors que la réalité a prouvé que l'Algérie est un pays extrêmement serein, extrêmement stable, extrêmement sûr de lui, et puis c'est un pays où il fait bon de vivre, c'est très important, et qui augure de lendemains extrêmement prometteurs pour le secteur touristique et pour les autres secteurs. Ça, c'est pour la valorisation de l'image. Donc, nous nous attelons à imposer, à travers nos participations aux salons et foires à l'étranger, à travers une stratégie de communication, la véritable image de l'Algérie touristique, comme je l'ai dit, qui est une image très positive. Ensuite, il y a un plan qualité tourisme qui s'attelle à mettre à niveau les structures d'hébergement, de voyage, etc., qui existant. Donc, une mise à niveau pour les mettre, pour que ces structures répondent aux normes internationales. Et un plan qualité de tourisme auquel nous demandons à nos hôteliers d'adhérer. Une adhésion PQT qui va leur donner un label, qui va leur donner donc, si vous voulez, un plus par rapport aux autres, dans la mesure où ils s'inscrivent dans la démarche qualité préconisée par l'Algérie. Cette deuxième dynamique donne à la formation une importance capitale. En Algérie, nous sommes conscients qu'il ne suffit pas de réaliser des hôtels pour propulser le tourisme, dans la mesure où le tourisme est un secteur, est une industrie un peu particulière qui allie le hard et le soft. Le hard, c'est les établissements hôteliers, c'est les réalisations. Le soft, c'est la qualité des prestations. Et par conséquent, nous avons un programme de formation. On a une carte de la formation touristique qui est adoptée aussi par le gouvernement algérien et qui s'attelle à doter les régions en Algérie des ressources humaines formées conformément à la spécificité de la région. On ne forme pas au Sahara comme on formerait à Alger. On ne forme pas le personnel des établissements thermaux comme on formerait le personnel des établissements balnéaires. Donc, il y a cette stratégie formation. Et une troisième dynamique, pour aller très vite, c'est l'encouragement de l'investissement. En Algérie, nous sommes conscients que nous devons booster l'investissement touristique. Pourquoi? Parce que notre schéma directeur prévoit à l'horizon 2015 75 000 lits. Eh bien, voyez-vous, on est encore en 2012 et nous avons 86 000 lits en cours de réalisation.
Et ces 86 000 lits, c'est des lits aux normes internationales. Et c'est des lits que nous réceptionnerons lors de la fin de l'année en cours, voire la fin de l'année 2013, donc en 2 années. Cela va nous donner un parc hôtelier donc, flambant neuf qui va avoir un impact très très important sur le parc existant, dans la mesure où il va booster la qualité, étant donné qu'il va créer la concurrence, et il va aussi équilibrer la loi du marché, c'est-à-dire il va équilibrer l'offre et la demande, parce que chez nous, il faut le dire très franchement, le coût reste assez élevé, dans la mesure où la concurrence n'est pas encore de mise. Et pour vous donner un exemple, nous avons une société fort importante en Algérie, la Société des investissements hôteliers, qui a réalisé 4 Sheraton, 2 Marriott en Algérie, et qui est en train de réaliser, tenez-vous bien, une école hôtelière de haut standing qui va être réceptionnée dans moins d'1 an, qui a un bureau d'études espagnol et qui va être géré et managé par une école de formation suisse de Lausanne. C'est vous dire que nous nous inscrivons dans l'excellence, parce que sans excellence... Il ne suffit pas en fait de faire des hôtels, il faut faire des hôtels de qualité. Et former le personnel. Parce que si un hôtel nécessite au grand maximum 2 années pour être réalisé, la formation d'un manager exige le double, exige 4 ans. Et c'est pour cela que nous sensibilisons nos opérateurs sur cet aspect, parce que c'est bien beau de se vanter d'avoir un bel hôtel, mais plus beau encore est de se vanter d'avoir un personnel formé, un personnel à l'écoute de la clientèle, un personnel qui sait ce que c'est qu'un consommateur. Très bien. Attendez, j'ai pas fini. Excusez-moi. Puisqu'il y a une 4e dynamique, et c'est l'intersectorialité. C'est-à-dire qu'en Algérie, nous sommes conscients aussi que le tourisme est un secteur transversal. Ce n'est pas un secteur vertical. Les travaux publics réalisent des routes. C'est un secteur vertical. Le transport réalise des tramways, le rail, vous voyez, qu'est-ce que j'allais dire aussi, le métro, le secteur de l'énergie, garantit l'énergie, etc. Le secteur de l'hydraulique, c'est le truc de l'AEP, c'est l'eau potable, l'alimentation en eau potable, etc. Vous voulez développer tous ces secteurs Non, c'est-à-dire que nous incitons tous ces secteurs à participer au développement du secteur touristique, parce que, comme je me plais toujours à le redire, et j'ai été agréablement surpris par le réseau routier de la wilaya où nous sommes, Mascara, je me plais toujours à dire, vous l'avez remarqué vous aussi, et c'est le cas en Algérie, que la route du développement passe par le développement de la route. Si nous ne développons pas la route, nous ne pourrons pas nous développer. Et par conséquent, est-ce qu'on peut imaginer le décollage de l'activité touristique sans le transport? Non. Est-ce qu'on peut imaginer le décollage de l'activité touristique sans l'hydraulique? Est-ce qu'on peut imaginer une zone à stress hydrique abritée des établissements hôteliers? Ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'il y a cette transversalité à laquelle nous donnons une priorité toute particulière, parce que nous sommes conscients que si nous voulons développer ce secteur transversal qu'est le tourisme, ce sont tous les secteurs verticaux qui doivent conjuguer leurs efforts. Et une fois que le secteur touristique sera propulsé, il va entraîner dans son sillage tous ces secteurs verticaux. Et je vous donne un exemple. En Algérie, nous avons 180 000 kilomètres de réseau routier. 180 000 kilomètres de réseau routier. Entre 2010 et 2014, nous allons réaliser 10 000 liaisons supplémentaires, avec la même qualité que ce que vous constatez ça et là. Je passe au secteur de l'hydraulique. C'est un gros chantier. Mais bien sûr, vous savez que l'Algérie est un pays à stress hydrique. Et pourtant, l'Algérie est citée en modèle dans les forums dédiés à l'eau à l'étranger. Pour la simple raison que la ressource hydraulique en Algérie a pratiquement doublé en une décennie. Je vous donne une réalisation, je crois que c'est la réalisation du siècle, comme on se plaît à l'appeler avec fierté, c'est la liaison entre Ain Salah et Tamanrasset sur 750 km en eau potable. 750 km, s'il vous plaît. Et quand je vous dis liaison entre Ain Salah et Tamanrasset, vous n'êtes pas sans ignorer que Tamanrasset est une région phare du tourisme algérien. C'est la reine du hogar, le tassili hogar, le fameux produit qui fait rêver rien que d'y penser et qui est unique en son genre. Donc, et 550 km, c'est à peu près... 750 km. 750, ça équivaut à peu près à Marseille-Paris? Oui, pratiquement, oui. Donc vous convenez avec moi que cette transversalité est vraiment propice pour le développement du secteur touristique. Je finis avec la 5e dynamique.
parce que je sentais que vous alliez m'interrompre. Alors, la 5e dynamique, c'est le financement opérationnel. C'est le financement, parce que vous le savez très bien qu'on ne peut pas développer le secteur touristique sans le nerf de la guerre, qui est l'argent. Et c'est pour ça qu'en Algérie, nous avons associé les banques. Tout récemment, lors du mois de juin dernier, le ministère du Tourisme a contracté des conventions, des contrats avec 6 banques et institutions bancaires, à travers lesquelles ces institutions bancaires s'engagent à accompagner l'investissement touristique avec des mesures incitatives, avec des bonifications par rapport au taux de crédit, 3% pour le Nord, 4,5% pour le Sud. Je vous dirais aussi qu'en Algérie, nous avons introduit des mesures incitatives extrêmement alléchantes et extrêmement attractives. À titre d'exemple, si vous voulez investir au Grand Sud, l'État vous concède, je dis bien vous concède, le terrain au dinar symbolique pendant 15 ans. Vous payez le terrain, enfin la concession du terrain pendant 15 ans au dinar symbolique. Je vais acheter une maison. Alors, bah, vous êtes la bienvenue. Et à partir, pas une maison, un hôtel. Un hôtel. Ah oui, il faut que ce soit un truc touristique. À partir de la 16e année, vous commencez à payer à 50% du montant de la redevance domaniale. C'est vous dire, par rapport à la 5e dynamique, que c'est des mesures extrêmement incitatives. Et voilà, donc c'est la stratégie touristique en Algérie à travers laquelle nous nous attellerons à donc redorer le blason de la destination Algérie. Très bien, merci pour cette réponse bien complète. D'ailleurs, en parcourant les différentes régions lors de nos différents séjours, on a pu constater quand même que certaines régions manquaient encore d'infrastructures touristiques. Alors, je me demande si ce n'est pas quelque chose de volontaire, puisqu'on a vu effectivement des côtes entières qui sont restées à l'état presque vierge. Vous en parliez tout à l'heure, justement. Oui. Et le touriste doit faire des fois des dizaines de kilomètres pour trouver un hôtel. Alors, est-ce que c'est une volonté de la part de l'Algérie, ou est-ce que c'est un manque peut-être d'investisseurs pour le moment? Non, effectivement, on accuse un déficit en matière de lits criards. Force est de l'admettre. Nous avons, je vais vous donner les chiffres exacts, nous avons 97 000 lits en Algérie. C'est le parc hôtelier. Ah, ouais. Non, par rapport à nos voisins, c'est vraiment infime. Non, 97 000 lits, ce n'est vraiment pas suffisant pour couvrir la demande nationale, alors que ce reste la demande internationale. En plus, ces 97 000 lits accusent aussi un déficit qualitatif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pour cela qu'on a introduit la 2e dynamique du plan qualité tourisme, supposé donc impliquer ces opérateurs dans une opération de mise à niveau. C'est très important parce que nous avons quand même traversé une période de disette touristique en Algérie lors de la fameuse décennie, qui nous a quand même fort handicapés en matière d'activité touristique. Et cette disette touristique a eu des répercussions extrêmement négatives sur la qualité de prestation, parce qu'il est clair que celui qui n'avance pas recule. Donc c'est pour cela que je vous dis, nous accusons un déficit. Maintenant, il faudra que je vous dise qu'en Algérie, nous avons des schémas directeurs d'aménagement touristique dans les 48 préfectures, dans les 48 wilayas. Et ces schémas directeurs d'aménagement touristique sont là justement pour nous dire comment mettre en tourisme telle ou telle région. Est-ce qu'on met autant d'infrastructures dans cette région que dans celle-ci? Et quel type de matériaux utiliser? C'est très important. Il y a des écosystèmes fragiles qu'il nous faudra donc protéger. C'est le cas du balnéaire, du littoral. C'est des écosystèmes extrêmement fragiles, et c'est le cas aussi du saharien. Et là, nous avons un programme de village touristique d'habitation légère. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est des campings d'excellence. Donc, c'est des terrains de camping d'excellence, et nous optons aussi pour l'utilisation du matériau noble qu'est le bois, les bungalows, etc. Parce que là, non seulement ça va épouser le site, c'est très beau, ça va épouser le site, ça ne va pas altérer le site, mais en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça s'inscrit dans une vision de développement durable qui fera que dans 1 siècle, 2 siècles, les générations futures auront toute la latitude d'enlever et de reprendre, contrairement à ce qui s'est fait en Espagne, où les gens se mordent les doigts, je le dis, se mordent les doigts d'avoir bétonné le littoral et de s'être mis devant le fait accompli. Donc oui, on a un déficit, et nous sommes en train de le lever progressivement, petit à petit, en
en veillant à ce qu'il n'y ait pas n'importe quel projet dans n'importe quelle région. C'est très important. D'ailleurs, dans ce développement des infrastructures, on en parlait tout à l'heure, les touristes sont maintenant, à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, on a besoin de nouvelles technologies adaptées à ces nouvelles infrastructures. Donc c'est un projet qui va de pair avec le développement des infrastructures. Bien sûr, nous veillons à ce que les 86 000 lits que nous réceptionnerons dans les mois, voire les années à venir, soient aux normes internationales. Nous veillons à ce que les techniques d'information et de communication, nous veillons à ce qu'elles soient utilisées, mais alors là de façon exhaustive. L'Internet va être exigé dans tous les établissements hôteliers. Pour avoir le fameux label dont on parlait tout à l'heure. Oui, parce que ce n'est plus un luxe, l'Internet. C'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Les gens ont besoin d'être connectés, ont besoin d'être en contact avec. Mais attention, l'Internet, c'est une arme à double tranchant. Je vous explique. Permettez-moi de revenir aux années 70. Oui. Lors des années 70, lorsqu'un touriste était insatisfait pour X prestations, on avait le temps de lui faire changer d'avis. Sa mauvaise humeur, on pouvait la calmer à travers un petit dîner glané par là, un petit circuit glané par-ci. Et donc, ça nous donnait du temps pour essayer de lui faire changer d'avis et puis de le satisfaire, de lui faire oublier l'incident. Maintenant, l'incident est dénoncé en temps réel. Il faut faire très attention parce que, et ça c'est un message que j'adresse aux opérateurs, il faut faire très attention parce que si l'Internet permet donc d'assurer une connexion ou une communication online et en temps réel, c'est aussi un moyen très très fort de communiquer et d'exprimer donc sa satisfaction ou son mécontentement en temps réel. Et de toutes les façons, c'est une condition sine qua non. Nous exigerons de tous les établissements qui seront réceptionnés à l'avenir la connexion Internet et puis aussi nous les sensibilisons à s'inscrire dans la démarche des Nations Unies par rapport aux technologies, par rapport aux énergies renouvelables. Nous les incitons à utiliser les panneaux photovoltaïques, donc les panneaux solaires. Nous les sensibilisons aussi, pourquoi pas, pour l'énergie éolienne. Donc nous leur demandons tout simplement d'être au diapason, d'être aux normes qui sont utilisées au niveau de l'hôtellerie moderne internationale. Une dernière question, Monsieur le Ministre. Le président Bouteflika a parlé de relève lors de son discours du 8 mai 2012 à Sétif. Alors, cela vient de se concrétiser justement avec la nomination de 4 jeunes secrétaires d'État, dont vous-même, donc au tourisme, mais aussi à la jeunesse, à l'environnement et à l'immigration. Les secteurs visés sont des secteurs vitaux. Le secteur de la jeunesse, 67% des Algériens ont moins de 30 ans. Donc c'est la force de l'Algérie, c'est ces jeunes. L'environnement, vous serez d'accord avec moi quand je vous dis que l'environnement est le pilier indispensable pour l'éclosion du secteur touristique. Et à ce propos, de grands efforts sont en train de se faire pour soigner l'environnement de l'Algérie. Quand je dis environnement, il faut le prendre au sens large. Donc l'environnement est un secteur extrêmement sensible, extrêmement important en Algérie. Donc jeunesse, environnement, communauté à l'étranger. Vous savez qu'en Algérie, je vais vous donner un chiffre, on a donné que des lettres aujourd'hui, on n'a pas donné de chiffres. Donc lors les statistiques émanant de notre direction générale de la Sûreté nationale donnent un nombre de 1 300 000 touristes ayant donc franchi les frontières algériennes entre le 1er janvier 2012 et la fin juin 2012. C'est une augmentation? Oui, c'est une augmentation de 6% par rapport à l'année dernière. Oui, effectivement, par rapport à la même période de l'année dernière. Et pour continuer sur la lancée, si nous maintenons cette cadence jusqu'à la fin de l'année, nous allons enregistrer quelque chose entre 3 et 3 millions de touristes, contre 2 800 000 l'année dernière. C'est vous dire que nous sommes sur une courbe ascendante. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que sur ces 1 300 000 touristes, 40% c'est des étrangers et 60% c'est des Algériens résidant à l'étranger. D'où l'importance de ce secrétariat d'État chargé de la communauté algérienne à l'étranger que nous considérons comme une population extrêmement importante pour la promotion de notre destination parce que nous voulons que notre communauté qui réside à l'étranger jette son dévolu sur la destination Algérie quant au choix de ses vacances.
Alors, monsieur le ministre, la dernière fois que nous nous étions vus, nous avions fait un petit quiz. Alors, on l'a réactualisé pour vous ce soir. Donc, notre première question, si l'Algérie devait être un repas, pour vous, lequel ça serait? C'est le couscous. Le couscous? Oui, c'est le couscous parce qu'en Algérie, on aime partager et le couscous se mange à plusieurs. C'est un plat familial. Oui. Tout à fait. Alors, et maintenant, si l'Algérie était un film? Les 1001 nuits. Les 1001 nuits. Oui. Je crois que vous m'aviez fait la même réponse oui. la dernière Les 1001 fois, mais nuits, ça représente bien... C'est vraiment l'Algérie, c'est les 1001 nuits, vous allez de surprise en surprise, de découverte en découverte, et c'est des produits touristiques à n'en pas finir. Enfin, si l'Algérie était une chanson? L'été indien, c'est spontané. Ah ben alors je pense qu'en plus, voilà. ça tombe voilà. bien là. C'est spontané. Si l'Algérie devait incarner une image au niveau international, quelle image ça pourrait être? Une image au niveau international? Je sais pas, peut-être un dessin, un tableau, ou une photo, je sais pas. Moi je dirais le symbole de la paix. C'est... Très bien. C'est colombe. Colombe, oui. C'est la colombe. Tout à fait. C'est la colombe. L'Algérie, c'est la colombe. D'accord. On ne peut mieux décrire l'Algérie Alger qu'à travers blanche. une colombe. Oui, ben voilà, merci. Alger la blanche. Bon, très bien. Ben, écoutez, notre émission arrive maintenant à son terme. Monsieur le ministre, merci encore de nous avoir accueillis dans votre beau pays. Sous en plus un beau soleil qu'on n'a malheureusement pas vu l'heure tardive, mais bon, on peut dire qu'on l'a eu. Jean, maintenant l'antenne à Paris, où apparemment il pleut toujours. Je crois que j'ai une confirmation. Christelle, c'est... Oui, malheureusement, ici, la pluie et le vent sont toujours au menu du jour. D'accord, bon ben voilà, ça n'a pas changé. J'espère au moins qu'on aura réussi à apporter un peu de chaleur depuis Mascara. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Après la coupure pub, à suivre un nouveau journal en langue anglaise.